Bonsoir à tous et merci de répondre présent à ce numéro du Grand Rendez-vous. Ce soir, ils seront 4 comme invités à être reçus par mes chroniqueuses et moi, un ingénieur agronome, un entrepreneur agricole, j'allais dire, un coach motivateur, un spécialiste de la santé et bien évidemment un promoteur culturel sur la rubrique Horizon Culture. En attendant, bien sûr, de les recevoir, messieurs et dames, faisons place tout d'abord à la météo. C'est bien sûr le grand rendez-vous et pour le compte de ce soir, c'est Monde agricole avec une femme entrepreneur agricole. Elle va donc nous présenter la filière packaging au Bénin. Relevons déjà qu'il est embryonnaire, le secteur packaging au Bénin. Alors, le changement, c'est dans la tête. C'est ce que disent d'ailleurs même les spécialistes du développement personnel. Le coach motivateur Marcel Effon nous donne ici sa version, je dirais, sa conception de cette ascension. Il est l'expert de ce grand rendez-vous. Alors, on note déjà une note de santé sur ce grand rendez-vous pour parler bien sûr de la journée nationale des vaccinations. Nous ferons le point du premier passage des agents vaccinateurs chez vous, chez téléspectateurs. Alors, sur quel marché peut-on donc vendre la mode traditionnelle béninoise? Elle est d'ailleurs vendable. On se pose vraiment cette question, des interrogations en tout cas, auxquelles répondra tout à l'heure l'invité de Horizon Culture, un promoteur d'événements culturels, événements de mode au Bénin. Et il sera donc là tout à l'heure. Le grand rendez-vous, n'oubliez surtout pas, c'est aussi le journal avec Nadège Sani, déjà en place. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assom Gaba. Dans cette édition du soir, Roch Akweinou nous fera la restitution de la séance d'échange entre la douane béninoise et certains acteurs portuaires sur la conformité des plans des conteneurs qui arrivent au port de Cotonou. Également, dans cette édition, vous suivrez un extrait de l'interview réalisée par Armel Dosukago avec le président de Social Watch. Il s'est prononcé sur les 2 ans de gestion du président de la République. Nous irons ensuite au Japon pour vous faire découvrir ce musicien qui rend agréable le trajet de milliers de voyageurs chaque jour dans les métros. Merci beaucoup Nadège Sani pour les titres, des titres à développer tout à l'heure à 19h45 pour le compte bien sûr du journal. Ce grand rendez-vous, nous allons tout de suite ouvrir les plateaux et les plateaux, on commence bien sûr par Monde agricole. Monde agricole, nous parlons aujourd'hui du secteur packaging. Je le disais dans les titres que c'est un secteur
très embryonnaire, parlant bien sûr du packaging au Bénin. Et donc, il faut donc prendre soin de ce secteur parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Nous allons suivre tout d'abord ce reportage signé Karamat Abataou qui nous en parle. L'industrie agroalimentaire est un potentiel certain dans la chaîne de développement des petites et moyennes entreprises. Elle a fortement évolué au cours de ces dernières années. Le poids exercé par la grande distribution des produits agricoles sur le marché favorise la professionnalisation du secteur. L'ensemble des facteurs a entraîné de nouvelles relations commerciales et des changements des modes de production, d'où l'opportunité des salons agroalimentaires. Le salon de l'agroalimentaire, c'est un creuset d'échange qui veut réunir les acteurs du secteur de l'agroalimentaire pour discuter autour des goulots d'étranglement qui freinent l'évolution du secteur. Alors le salon a pour objectif de faire un point en fait, sur ces problèmes qui minent l'évolution du secteur et de trouver des approches de solutions, que ce soit par des entreprises, des ONG. Donc en fait, ils nous permettent d'avoir un réseau d'entreprises assez grand, de réunir ces entreprises, de nous garantir qu'elles ont des bonnes pratiques de gestion. Et nous, derrière, on peut leur fournir des services mutualisés de packaging, de communication, de gestion de marque et de distribution. Aujourd'hui, les consommateurs des produits agricoles mettent plus l'accent sur un mécanisme de production adéquat et un système de package bien structuré suivant les normes alimentaires. Une pratique qui peine à rentrer dans le comportement des fournisseurs agricoles. Nous avons actuellement au Bénin des entreprises qui s'essayent dans l'agroalimentaire mais qui ne sont pas encore vraiment capables d'arriver à s'offrir les emballages dont ils ont besoin, des matériels et équipements dont ils ont besoin. Alors il y a plusieurs freins aux questions de packaging pour les entreprises locales. Le premier, c'est la taille. Au Bénin, on n'a pas encore le marché pour que ces entreprises atteignent une taille intéressante et pour pouvoir avoir des coûts d'emballage intéressants. Le deuxième problème, c'est l'information. On ne sait pas qui produit quoi et où. Si on veut chercher l'emballage, il faut d'abord faire soi-même toutes les démarches et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. La troisième des choses, c'est la différenciation. Les emballages qui sont disponibles ici sont souvent les mêmes pour plusieurs entreprises, donc on se retrouve avec des gens qui, dans des emballages de bouteilles d'huile, mettent du sirop, mettent du sucre, mettent du miel. Pour les producteurs, l'étroitesse du marché de consommation serait la véritable cause. Prioriser le travail en réseau serait une solution adéquate. L'une des manières de relever ce défi-là, en fait, c'est de mutualiser. C'est de se réunir à plusieurs entreprises pour pouvoir soit importer du packaging différencié, soit avoir un pouvoir de négociation sur place pour pouvoir avoir des coûts intéressants. L'option qui arrangerait mieux les entrepreneurs, moi je leur dis souvent, c'est de, par exemple, s'ils n'ont pas la capacité de s'offrir la taille qu'il faut pour avoir un coût de production assez réduit, c'est de se regrouper en plusieurs entreprises pour faire des commandes qui pourraient les arranger et avoir quand même un ristourne ou bien un coût assez réduit pour leur production. Dans le même temps, les techniques de production ont évolué et répondent de plus en plus à des impératifs de gain de productivité dans un environnement extrêmement concurrentiel. Sans aucun doute, l'agroalimentaire au Bénin est un secteur porteur d'avenir. Porteur d'avenir très embryonnaire au Bénin, un nombre, je dis au nombre même des goulots d'étranglement du secteur agroalimentaire au Bénin. Il y a bien sûr le packaging et on en parle avec Georgina Adjanoou, entrepreneur agricole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Avec beaucoup de plaisir, je reçois ces deux dames. Je vais dire déjà bonsoir Estelle Pazou, la Bonsoir pleine forme à ce vous, soir, Racine. j'espère. Ça va très bien chez vous. Alors, ça va très bien aussi, merci beaucoup. Alors, nous parlons du packaging. Le packaging qui s'inscrit d'ailleurs même dans le mix marketing, parlant bien sûr de la transformation et puis de la distribution des produits surtout. Exactement. Et la première question que je vais poser à Madame Adjanoou, c'est d'abord de savoir si l'emballage, c'est le packaging. L'emballage, c'est tout un système. Le packaging fait partie de l'emballage. L'emballage, c'est une partie. Le packaging est une partie de l'emballage. Ok. Donc, lorsque vous prenez l'emballage, en réalité, c'est toute une série de formes interdépendantes. C'est-à-dire que quand on prend un emballage d'un produit,
il y a plusieurs formes d'emballage, plusieurs formes de packaging, si je peux m'exprimer ainsi, qu'il faut essayer de classer en plusieurs catégories. Donc, il y a une première catégorie, il y a un premier packaging qui est tout juste en contact avec le produit. Ça, c'est la forme primaire de l'emballage qui sert dans son rôle primaire, évidemment, à contenir le produit. Il a un rôle de contenant, de protecteur du produit. Il y a une deuxième forme d'emballage qu'on appelle emballage secondaire. Ce type d'emballage-là préserve le produit contre tout ce qui peut, toutes les conditions externes qui peuvent détériorer la qualité du produit. Il y a un troisième type d'emballage qu'on appelle emballage de transport. Cet emballage de transport permet au produit de pouvoir circuler dans le temps, de pouvoir être transporté à travers les pays, les zones où on veut l'exporter, tout ça. Et il y a un quatrième type d'emballage qu'on appelle emballage maintenant d'expédition. Cet emballage-là, il sert maintenant à produire, il sert à éviter des chocs au produit au cours des différentes manutentions, au cours de son déplacement dans le temps et dans l'espace. Et souvent, il est marqué sur cet emballage-là, fragile. Exactement, fragile. Donc, c'est sur l'emballage d'expédition. Les cartons, voilà, fragile, et autres. Donc, on parle souvent d'emballage d'expédition. Donc, on peut compter parmi les emballages de transport les conteneurs, par exemple? Oui, les conteneurs, disons que c'est des emballages d'expédition. D'expédition, parce que eux, bon, je prends un exemple. Lorsque vous prenez un produit, une farine instantanée, par exemple, pour les enfants, vous allez voir, juste avant de sortir le produit de son carton, vous allez voir un fait emballage qui contient, soit c'est un film plastique, ou soit c'est un film en papier qui est juste au contact direct avec le produit. Du produit. Voilà. Ça, c'est la forme primaire d'emballage. Okay. Son rôle, c'est de juste contenir le produit. Avant qu'on le mette dans le carton. Exactement. Avant qu'on le mette dans le carton lui-même, qui est la forme secondaire d'emballage. Donc, la forme tertiaire, la troisième forme, qui est la forme d'expédition, c'est le carton. Donc, vous pouvez avoir dans un carton 12 unités de notre produit qu'on veut vendre. Okay. Et maintenant, l'emballage d'expédition, ça peut être le conteneur dont vous êtes en train de parler. Et quel que soit le type d'emballage, est-ce que ça entre en ligne de compte dans la qualité du produit? Vraiment, le rôle de l'emballage n'est plus à souligner aujourd'hui parce que il faut dire que l'emballage, au moment où le produit entre en stockage et doit aller dans les réseaux de distribution, l'emballage a toute sa place. Pour préserver la qualité du produit depuis l'usine, c'est-à-dire depuis que l'usine a fini la manufacture, jusqu'au client, l'emballage joue un rôle de conservation qui n'est plus à nier. Donc, la structure même, la qualité même de l'emballage agit sur la qualité du produit aujourd'hui. Okay. Voilà. Et quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte dans la réalisation de l'emballage? Exactement. Vous savez, la plupart des PME aujourd'hui échouent dans le lancement de leurs produits parce qu'elles n'ont pas pris à cœur la première étape de conception de l'emballage, c'est-à-dire la conception du design. Parce que c'est l'emballage qui est la première interface entre l'usine, la PME, le produit qu'elle offre et le consommateur. Parce que le consommateur, il voit quoi? Il voit l'emballage. Donc, il y a le design qui doit attirer. Et quand vous prenez un emballage, l'usine même, la PME, l'entreprise, comme on le dit communément, doit avoir un cahier de charge de conception de ces emballages. On ne peut pas se mettre comme ça, appeler un imprimeur, tu sais, fais-moi une étiquette. Non, ça ne se passe pas comme ça. On s'assoit. D'abord, l'entreprise, lorsqu'elle veut concevoir, doit s'appuyer sur son logo, sur sa visibilité. Quelles sont ses couleurs? Comment on te reconnaît? Comment on vous reconnaît? Si on voit votre emballage, on doit savoir, ça c'est telle entreprise. Donc, il y a des facteurs clés. Parmi ces facteurs clés, on peut citer rapidement la visibilité. La visibilité, c'est quoi? Est-ce que l'emballage est visible? Quand on le voit sur les rayons dans les supermarchés, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit d'abord? Parmi les autres produits, est-ce qu'on le voit? Bon, si on le voit déjà, c'est déjà un ticket en poche. Deuxième paramètre, est-ce que l'emballage, est-ce qu'il permet au client de s'approcher du produit? Bon, je t'ai vu, mais qu'est-ce qui me permet de m'approcher du produit? Donc là, il y a le facteur attirance. Donc, il y a la visibilité, il y a l'attirance. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la lisibilité des caractères.
cette lisibilité-là. Il faut que le client puisse lire ce qu'il voit. Est-ce qu'on doit trop s'approcher d'abord avant de lire un peu les détails? Est-ce qu'il faut trop d'efforts avant de comprendre ce que le produit offre comme service nutritionnel, si c'est l'agroalimentaire ou autre secteur? Qu'est-ce que le produit apporte au client? Et il y a un quatrième facteur qui est très important. Est-ce que le produit, est-ce que l'emballage qui contient le produit, est-ce que cet emballage-là ressort la personnalité même du produit? Est-ce qu'en voyant l'emballage, on sait que c'est tel produit que ça contient? Okay. Donc, les détails qui figurent sur l'emballage doivent permettre au produit d'avoir une personnalité. Si on comprend bien sur le packaging, il faut donc les valeurs et de l'entreprise et les valeurs intrinsèques du produit. Exactement, vous avez saisi. Les valeurs intrinsèques même du produit. Est-ce qu'on sent dans ton produit que c'est de la farine panifiable? Est-ce qu'on sent que c'est de l'huile de palme? Est-ce qu'on sent que c'est des champignons? Est-ce qu'on sent que c'est de la moutarde de chez nous? Est-ce qu'on sent que c'est du jus d'ananas? Ça, je vois que c'est très important, le packaging, parce qu'une fois que vous êtes dans le supermarché, vous n'avez plus, par exemple, le producteur là pour vous dire « Ah, mon produit, c'est ceci qui est à l'intérieur », c'est l'emballage qui parle. C'est l'emballage même qui parle à la place du produit. Il est comme dans nos sociétés traditionnelles, le griot, celui qui parle à la place du producteur. Donc, en cinquième position, il y a encore un dernier critère, c'est le critère de différenciation. Donc, il faut que les entreprises, avant de mettre, elles puissent tenir compte de ce facteur-là. Avant de mettre un produit sur les rayons dans les supermarchés, sur les circuits de distribution, il faut qu'elles fassent le tour. Les autres produits, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce que mon produit peut apporter de plus? Quelle est la touche? Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'il faut toucher le poids? Est-ce qu'il faut toucher? Quels paramètres il faut toucher pour que... Parce que le client, vous savez, près de 70% des décisions de choix là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un produit, si je prends l'exemple d'un produit agricole qui est sur le marché et qui est quand même un produit de qualité et dont l'emballage n'est pas entre griffes attrayant, est-ce que ça veut dire que ce produit-là n'a aucune chance sur le marché? Ce produit n'a aucune chance. Et c'est le problème aujourd'hui des entreprises béninoises. Parce qu'on a des produits qui sont très bons, naturels, bio, comme on le dit, mais qui ne se vendent pas. Parce que ce n'est pas des produits qui font vraiment nourrir les yeux. Ce n'est pas des produits qui donnent envie de s'approcher juste parce qu'on a envie de se laver les yeux, quoi. Mais finalement, est-ce que ça veut dire que réaliser un emballage est si difficile? Réaliser un emballage n'est pas du tout difficile. Et quand l'entreprise qui veut aller très loin s'assoit et définit son cahier de charge de conception d'emballage, on ne fait que suivre le cahier à chaque fois quand il s'agit de faire l'emballage. Est-ce que c'est l'entreprise qui définit le design, la forme, je dis l'aspect pratique du packaging, sa communication? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit jouer ce rôle? Ou bien il doit avoir des spécialistes pour le faire? Voilà, tout de suite, vous m'emmenez à dire qu'en réalité, on va encore repartir sur le rôle de l'emballage même. Oui. Pour répondre à votre question, il faut qu'on puisse savoir que l'entreprise joue un rôle très, très fondamental dans dans la conception de l'emballage. Parce que l'emballage, en fait, a deux facteurs de conception. Il y a un premier facteur technique, c'est-à-dire que l'emballage doit être... par rapport au produit qu'il doit contenir, l'emballage doit pouvoir avoir cette résistance-là de pouvoir contenir ce produit. Un emballage qui peut contenir du jus d'ananas n'est pas forcément celui qui est adapté pour contenir des fruits frais d'orange, ou bien des fruits frais de pommes, ou bien d'autres types d'emballage. Donc, il doit pouvoir avoir cette résistance-là par rapport au produit. Il y a des facteurs techniques. Mais c'est là que vous parlez de cahier de charge. C'est là que tout ça là fait partie du cahier de charge. Maintenant, pour répondre à votre question, vous me disiez tout à l'heure, est-ce que c'est l'entreprise qui doit définir tout ça? En réalité, si l'entreprise est le premier acteur, mais si l'entreprise n'a pas toutes ses compétences au sein de son personnel, elle doit faire appel alors à des spécialistes qui ne sont pas permanemment sur place, qu'elle ne paye pas sur place permanemment, mais dont elle peut requérir les compétences. Donc il faut externaliser alors cette fonction-là. Il faut vraiment aller, et de plus en plus, les entreprises qui naissent aujourd'hui vont vers le marché des compétences externes.
Et justement, ces compétences-là pour réaliser un packaging ou un emballage de qualité, est-ce que le Bénin dispose de toutes ces compétences-là ou sinon de ces installations-là? Voilà. Donc, par rapport aux compétences, sur le plan du graphisme, l'élaboration, la conception des emballages, le Bénin dispose de très bons atouts. Si c'est sur le plan de la ressource humaine, il y a de très bons graphistes au Bénin, il y a de très bonnes personnes qui sont très compétentes dans ce domaine pour donner aux entreprises toutes les solutions qu'il faut pour rendre les produits visibles. Maintenant, est-ce qu'il y a des usines de fabrication d'emballage? Là est toute la question. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons des usines de soufflage pour les emballages plastiques. Nous avons aussi des usines qui font des mini-usines, qui font des emballages plastiques destinés aux garis, les produits séchés, à cuire et autres. On a ça, mais on n'a pas encore une puissante entreprise de production d'emballage, surtout les verres cassables, tout ce qu'il faut pour accompagner les produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises se cassent la tête et se disent, mais bon, nous on veut tel emballage, mais pour quel coût? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de tous ces emballages qui viennent et qui ne sont pas faits sur place, ils sont bien sûr importés, donc ils ont un coût. Donc ce coût-là, les entreprises doivent essayer de répercuter cela sur le prix du produit et ce n'est pas toujours évident. Et il faut aussi dire que même les producteurs de jus d'ananas aujourd'hui, les bouteilles dans lesquelles ces jus sont conservés, c'est des bouteilles recyclées. C'est des bouteilles recyclées. Merci beaucoup. Et donc, c'est quand même important de réussir à mettre en place un système qui puisse faciliter les producteurs là, dans leur quête. Dans leur quête des emballages de meilleure qualité. Merci beaucoup, Madame Adjalon. Merci beaucoup, Estelle Pazou. Madame Adjalon, j'espère que vous allez revenir sur ce plateau. Sur ce sujet-là, vraiment très important d'ailleurs. La suite du grand rendez-vous, c'est avec l'Espère. C'est un coach motivateur, oui, Marcel Font, qui signe son grand retour sur le grand rendez-vous. Le changement, c'est dans la tête, disent en fait les spécialistes du développement personnel. Le coach motivateur Marcel Font nous donne ici sa conception de cette accession et dit qu'on peut donc changer grâce au cerveau. Bonsoir coach. Bonsoir Axiom Gaba. Merci d'accepter une fois encore notre invitation, signer votre grand retour sur le grand rendez-vous. Mais vous dites qu'on peut donc changer grâce au cerveau. Pourquoi? Absolument, je remercie d'ailleurs les téléspectateurs qui nous donnent l'envie malgré tout de retourner toujours sur ce plateau et de se mettre en contact avec eux. C'est un réel plaisir alors de les retrouver et je les remercie. Je remercie surtout ceux qui m'ont écrit via les réseaux sociaux pour poser des questions et également pour souhaiter le retour sur ce rendez-vous. Alors, abordant la question du changement, évidemment, ça répond en deux cas. Il y a le pourquoi on doit changer et le comment. Mais parfois, lorsque nous voulons opérer des changements, bien sûr, dans notre vie, nous abordons plus rapidement le comment. J'ai l'habitude de faire des conférences pour lesquelles des gens payent beaucoup d'argent pour venir. Vous imaginez que vous devez payer, par exemple, 1 million de francs CFA dans un pays comme le Bénin pour produire davantage de résultats dans un domaine. C'est beaucoup d'argent, qu'on le veuille ou non. Oui. Mais avant ces séminaires, je passe beaucoup de temps, parfois 2 heures de temps, à demander alors à mes participants de me convaincre de la raison pour laquelle ils devraient opérer des changements. Des changements. Et il y a un jour, un client qui m'a dit, mais monsieur Font, c'est parce que moi-même j'ai décidé alors de changer que je veux faire cet investissement et je me suis présenté devant vous. Je dis oui, c'est facile de le dire parce que vous pensez peut-être que moi, en tant que le gourou du développement personnel, je pourrais vous aider à opérer des changements avec mes outils, mais de manière très facilement et dans un temps record. Mais le réel problème, c'est que le pourquoi du changement compte parfois pour 80% et on retrouve le comment dans les 20%. Et lorsque vous n'avez pas la chance de définir le pourquoi vous devez changer, oui, vous comprenez que ce n'est pas les 20% alors de solutions qu'on mettra à votre disposition qui vous permettront d'opérer le changement. Donc, il faut savoir alors pourquoi est-ce qu'on veut changer. Alors, la question fondamentale, c'est de savoir pourquoi vous devez changer. Le fumeur doit arrêter de fumer parce que
il comprend que dans 1 an exactement, s'il n'arrête pas de fumer, il pourra mourir alors d'un cancer de poumon. Donc, lorsque le diagnostic de sa mort prochaine lié au fait qu'il continue de fumer est établi, et peut-être même qu'il voit des scénarios éventuels de sa mort dans 1 an, alors, s'il n'a pas envie de mourir, il n'a pas le choix que de commencer à poser des pas vers le changement. Mais si, au premier abord, ce travail de conditionnement, je parle de conditionnement parce que lorsque le pourquoi devient plus important que tout ce qui vous permet de continuer à faire ce que vous faites, vous n'avez pas le choix que de vous arrêter et de commencer à poser la question à votre subconscient, à votre cerveau, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Alors, peut-on donc considérer la raison de vouloir changer, la raison du changement comme la motivation? C'est la première motivation. C'est comme un entrepreneur que je reçois et qui dit « je veux devenir le plus grand entrepreneur au monde ». Mais le plus grand entrepreneur au monde, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup qui continuent d'ailleurs de détenir ce titre. Mais pourquoi toi, tu dois devenir le plus grand entrepreneur du monde? Et il va alors retourner chez lui pour revenir longtemps, pour réfléchir longtemps sur les raisons pour lesquelles lui, spécialement, il doit devenir le plus grand entrepreneur du monde. Oui, il doit devenir le plus grand entrepreneur du monde, peut-être parce que dans sa famille, il est la seule personne sur qui on compte. Et en créant une entreprise qui marche très bien, il pourra justement ramener beaucoup plus alors de revenus et subvenir aux besoins, pourquoi pas des gens de sa famille, de son village, de son pays. Et rien que pour cette raison, il ne se voit jamais échouer en tant qu'entrepreneur. Cela fait que, quelles que soient des difficultés, alors qu'il va retrouver sur ce chemin, à chaque fois, il va se poser la question, est-ce que j'ai pu mettre fin à la misère des miens? Et tant qu'il y a le problème, alors de mettre fin à la misère des siens, qui est toujours là, il n'y a pas de raison qu'il continue d'aller à la recherche des solutions qui lui permettent alors de démarrer et de grandir dans le domaine de son entrepreneuriat. Et lorsque vous avez bien sûr réglé ce problème, et généralement, c'est à cet endroit que les gens échouent. Les gens n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'opérer les changements qu'ils désirent. Les gens ont besoin, par exemple, quelqu'un qui est fatigué de vivre une vie de couple. Mais pourquoi alors il doit opérer des changements? Oui, si je dois changer, c'est parce que si je ne le fais pas dans les jours à venir, mon époux, mon partenaire, alors sera très fatigué. Et les jours à venir, quand j'aurai besoin de lui ou besoin d'elle, en revenant à la maison, il aurait un vide quand bien même il y a des gens là. On n'attend plus mon retour à la maison. Alors si je continue de me comporter tel que je me comporte maintenant, dans ma vie de famille, dans ma vie de couple, dans 1 an, il va arriver que je retourne à la maison chez moi et que simplement parce que les gens n'ont pas l'habitude de me voir à la maison, alors ils donnent l'impression de ce qu'il n'y a personne à la maison. Rien que pour cette raison, je prends la résolution à partir d'aujourd'hui et de maintenant d'aller rencontrer quelqu'un qui puisse m'aider à opérer des changements dans ma vie de couple qui me permettent alors de quitter cette étape ou d'éliminer cette peur dans ma vie. Cette peur dans ma vie. Et plus loin, quelqu'un va dire, oui, dans ma carrière, rien ne va, tout le temps je suis menacé, mon patron me dit, si ça ne va pas, on sera bien obligé de mettre fin à ton contrat. Mais tous les jours, tu reçois la même information, mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne décides pas de retourner à l'école, par exemple, d'améliorer tes capacités pour impressionner ton patron, lui permettre de produire davantage de résultats, de faire plus de chiffres? C'est simplement parce que tu n'as pas réussi à créer un état de souffrance que tu lis à ton subconscient pour dire, dans les jours à venir, lorsque je vais perdre mon emploi, je ne pourrai plus subvenir à tel besoin, tel besoin, tel besoin. Et donc pour ça, je peux souffrir de ceci. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'une dame au cours d'un séminaire que j'ai demandé de venir faire un témoignage devant le public. Et j'ai dit, madame, il y a 5 ans, je vous ai rencontré, j'ai travaillé avec vous seulement 30 minutes, et puis après, j'ai vu que vous avez perdu plus de 15 kilos. Alors, est-ce que c'est le travail de 30 minutes qui vous a permis de perdre les 15 kilos, ou vous avez fait d'autres choses? Alors, elle a témoigné devant le public pour dire, coach Martin Lefond, à la sortie de cette séance, j'ai réfléchi longtemps, j'ai dit, quelle est l'image que je vais coller à mes mauvaises habitudes qui feront que la prochaine fois que je vais continuer à les faire, je peux me retrouver avec cette mauvaise image. Et je suis allé retrouver une boîte de nourriture de chien. Vous imaginez ça? Elle a dit, elle allait rechercher une boîte de nourriture de chien qu'elle a achetée dans un supermarché sur lequel c'est bien écrit uniquement pour les chiens. Et
Elle portait... Only for Dog. Only for Dog. Et elle portait cette boîte Only for Dog sur elle partout où elle passait. Et d'abord, avant de démarrer, elle a fait une réunion avec son entourage pour dire à chaque fois que je vais avoir tel comportement, telle habitude, je vais manger tel aliment, alors je vais me fâcher contre moi et je serai bien obligé de manger cet aliment de chien. Alors vous imaginez que vous soyez réduit à manger un aliment de chien? Donc rien qu'en pensant qu'à chaque fois qu'elle va décorner avec elle-même, elle sera bien obligée parce qu'elle a promis à son entourage de manger un aliment de chien, alors elle n'a pas le choix que de faire ce qu'elle s'est promis de faire. 30 minutes de séance de coaching qui a donné un résultat extraordinaire alors de perte de 10 kilos. Simplement parce que cette dame a réussi à créer une image de souffrance à une situation inconfortable qu'elle voudrait changer. Là, vous êtes en train de parler déjà du corps. Comment est-ce qu'il faut le faire? Alors, on retient déjà que le pourquoi est très important à 80% pour donc changer. Oui, Ça dit qu'il faut trouver une raison pour changer. Il faut trouver une raison fondamentale de changer. Oui. Et lorsque cette raison est très importante et que vous n'avez plus le choix alors que de l'éviter, alors vous passez aux opérations, aux actes qui vous permettent de changer. Alors, maintenant, ça nous permet de dire, mais comment est-ce que le cerveau lui-même est conditionné, est conçu pour pouvoir recevoir ces ordres et pouvoir les exécuter dans un temps record. Voilà. J'ai découvert à travers les recherches faites dans des universités américaines que le cerveau humain, par exemple, détient 28 milliards de neurones. 28 milliards de neurones. Et les 28 milliards de neurones, alors, sont raccordés entre eux par 160 km de fibres. C'est-à-dire pour que les neurones puissent travailler et recevoir des ordres, les passer alors au subconscient, ils ont été raccordés par des fibres qui font une distance de 160 km. Et au-delà, vous allez découvrir dans les mêmes recherches que nous avons 30 milliards de bits d'informations par seconde. 30 milliards de bits d'informations par seconde. Le cerveau humain a une capacité de 30 milliards de bits d'informations par seconde. Par seconde, hein. Et tenez-vous tranquille, comparé à l'ordinateur le plus rapide, la dernière, alors ça fait 64 bits par seconde. Wow. Les premiers faisaient 16, après on est passé à 32, et puis après on est passé à 64. Et quand on compare ces chiffres à la capacité du cerveau humain, jusque-là, ça défie la technologie informatique. C'est l'appareil qu'on ne peut pas encore comparer à quelque chose dans la technologie, malgré toute la révolution que nous avons. C'est le cerveau. C'est le cerveau qui a toutes ces capacités. Voilà. Et vous imaginez que des gens soient dans des situations et qu'ils se disent « je ne peux pas ». Je ne peux pas. Alors cela suppose que ces gens-là ont renoncé à cette capacité de cet appareil que toute personne, à sa naissance, alors, a gratuitement. C'est comme pour dire, le bon Dieu, en fabriquant l'être humain, a mis toute la technologie qu'il faut pour que l'homme puisse l'utiliser, transformer sa vie, transformer le monde. Évoluer et réussir. Et normalement, ce technicien, si je peux parler entre griffes de Dieu comme celui-là, ce technicien devrait pouvoir se trouver quelque part où il se repose en paix. Parce que cet appareil est tellement bon, tellement fabriqué, a la meilleure qualité pour répondre dans le temps record. Vous imaginez un ordinateur qui a un jour 30 milliards, par exemple, de bits par seconde, alors qu'on est à 64. Oui. Je ne sais pas combien de commandes ça peut recevoir. Donc juste là, on est capable de passer des commandes, une seule commande à un ordinateur dans un temps record. Est-ce à dire que l'homme n'arrive vraiment pas à utiliser ses potentialités? Nous n'arrivons pas à utiliser le 1 milliard, hein, la petite partie de cet appareil. Et le jour où vous le découvrez, je ne sais pas pour ceux qui sont fans du football, le but extraordinaire de Ronaldo, le tout dernier, qui a fait inscrire alors son nom dans le livre d'or de football mondial. La reprise de volée. La reprise de volée à 2 mètres du sol, oui. Qui a permis à ce monsieur-là de défier le geôlier le plus expert dans le monde, que tout le monde dit, mais on ne peut pas. À un moment donné, lui-même, il ne savait pas où c'est passé. Ce monsieur, il a su juste passer des commandes à des neurones qui ont pu utiliser les 160, bien sûr, les 160 000 kilomètres de câblage pour passer une information au cerveau. Le cerveau a reçu l'information et a agi en même temps. Ça, on ne peut pas l'expliquer, mais c'est une application du cerveau que tout le monde a. Maintenant, il y a des situations qui font que parfois, effectivement, nous n'arrivons pas à optimiser l'utilisation de cet outil que tout le monde a. Ce qui fait que
les uns sont excellents, meilleurs. Comment optimiser ça alors? Absolument. Comment optimiser ce cerveau? Oui. Je demande à tous ceux qui nous suivent en ce moment, ce n'est pas compliqué. Il faut faire des activités physiques tous les jours. Si vous voulez mettre en condition votre cerveau, le faire travailler, il n'y a pas d'excuses. Vous pouvez avoir des excuses, mais il n'y a pas d'excuses si vous voulez que votre cerveau puisse travailler de manière optimale. No excuses. Au moins 20 minutes d'activité physique tous les jours. Premier élément. Deuxième élément, il faut apprendre parce que le cerveau adore le conditionnement. Très bien. Il y a quelque chose que j'appelle toujours le conditionnement que les gens ne comprennent pas. Pour que vous puissiez répondre dans un temps record face à une situation, il faut que vous soyez conditionné. Alors, vous devez conditionner le cerveau en lui disant tous les jours, nous devons faire tel exercice dans tel domaine de notre vie parce que nous voulons être experts, nous voulons être meilleurs dans tel domaine. Au moins 20 minutes pour apprendre quelque chose dans ce domaine tous les jours. Et la troisième chose... Au moins, nous avons une raison de faire du sport tous les jours. Absolument. Si vous voulez optimiser, bien sûr, la réponse, oui, optimiser les capacités de votre cerveau. Tout est déjà là. Comme je suis en train de le démontrer, tout est déjà là. Les recherches ont démontré que nous avons tout, à moins que vous soyez malade. Et la troisième chose que je demande aux gens, c'est de faire attention à ce que nous mangeons. Il y a des choses qui permettent au cerveau, effectivement, de réagir bien. J'ai fait des recherches qui m'ont permis de savoir aujourd'hui, par exemple, que nous retrouvons l'oméga 3 dans beaucoup d'aliments. Les gens vont dire, mais c'est une affaire de riche. Est-ce que j'ai de l'argent pour m'acheter, par exemple, des sardines dans des supermarchés qui coûtent beaucoup d'argent? Mais ce n'est pas du tout ça. Il y a des aliments que nous mangeons, le crin-crin que vous mangez tous les jours à la maison, qui vaut presque rien. Dans nos supermarchés, vous pouvez retrouver de l'oméga 3, mais qui est une très bonne nourriture pour votre cerveau. Parce que le cerveau s'entretient. Le cerveau, c'est comme un organe, c'est comme un appareil qui s'entretient. Et tant que vous lui offrez ce dont il a besoin, vous pouvez l'utiliser de manière optimale, transformer votre vie, prendre des décisions qui... Alors, pour récapituler, je comprends tout simplement, coach Marcel Effron, que vous demandez aux téléspectateurs d'investir dans le cerveau. Absolument. Dans le cerveau, pour pouvoir... Dans le conditionnement du cerveau. Le conditionnement du cerveau pour activer maintenant le changement de façon beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, oui. Merci beaucoup, coach Marcel Effron, d'être venu sur ce plateau, nous dit qu'effectivement, le changement, c'est dans la tête. C'est très possible, c'est dans la tête, à 80%. À 80% dans la tête. Merci à vous, à très bientôt. Les contacts pour ceux qui veulent quand même suivre les cours de... gratuitement, oui, le cours, oui, naturellement, vous le faites toujours. Oui, naturellement, nous le faisons toujours. Oui. Et si vous nous suivez en ce moment et que vous êtes à Porto Novo, c'est une chance pour vous. Vous pouvez vous retrouver au jardin de Wando, je crois. Il y a le jardin de Wando où nous donnons gratuitement des séances de développement personnel à 19h tous les deuxièmes jeudis du mois. À 19h. Donc ça va se passer aujourd'hui même à Porto Novo à 19h pour ceux qui auront la chance de venir là-bas. Et à Cotonou, c'est la semaine prochaine, même heure à Benin Marina Hotel à 19h00. Vous pouvez recevoir gratuitement des choses qui vous permettent de faire des changements extraordinaires dans votre vie. Merci beaucoup, coach Marcel Effron, et à très bientôt. La suite du grand rendez-vous, c'est dans le monde culturel que nous nous retrouvons. On parle bien sûr de la mode traditionnelle africaine, je dirais typiquement béninoise. C'est Horizon Culture. Bienvenue chez nous. Oui, nous sommes chez nous puisque nous allons parler de la mode traditionnelle béninoise. On se demande sur quel marché peut-on la vendre, cette mode traditionnelle béninoise. On va répondre à la question dans un instant, mais pour le moment, suivons cette manière de s'habiller des Kobourou, tout simplement. Voici le taco, présenté par Heureuse Danondé. Le taco, ce long boubou ample et évasé, fait partie des habitudes vestimentaires des peuples du Nord, notamment du Batonou. Je suis natif de l'Albouri, président de la commune de Gorgounou, du village de Sori, et je suis Batonou. Le taco représente pour le peuple Batonou le costume du peuple français. Si on reste à l'intérieur du contexte Batonou, c'est exactement le rôle que joue, n'est-ce pas, la veste dans un contexte culturel donné. Parce que pour le Batonou, il a sa notion de tenue correcte. La tenue correcte pour le Batonou, qu'est-ce que c'est? Il a d'abord son tourou, qui est son sous-vêtement.
sur le taureau, il porte maintenant son taco. Et réellement, la tenue correcte bâtonneau à un niveau très élevé. En plus de ça, maintenant, il a son grand boubou qu'il porte et c'est ce qu'on appelle gonko. C'est le vêtement de dignité, d'honneur qui permet de distinguer l'autre selon la hiérarchie sociale. Ainsi, de la couleur du tissu à sa confection, tout se fait avec finesse et spécificité. N'importe qui ne porte pas n'importe quelle couleur de taco. Dans la tradition, le taco blanc est réservé au roi, au chef. Après le taco blanc, il y a ce taco-là que je porte, qu'on appelle Alkira. Alkira, c'est qu'il y a des bandes alternées, noires et blanches. Et c'est lorsque vous êtes fils de roi, donc vous êtes prince. Mais il y a encore une nuance importante. Lorsque votre père est vivant, vous n'êtes pas encore autorisé à le porter. Parce que c'est comme si vous faites déjà concurrence au père. Il y a une troisième catégorie de taco. Ça, on le fait en blanc, mais on le fait teinter de couleur ocre. Teinté de couleur ocre. Parfois, ils appellent la couleur de termitière. Généralement, c'est consacré à donc, les combattants, au fond, et celui qui détient le pouvoir traditionnel, au fond. Il y a maintenant les tacos qu'on appelle taco gona. Gona, en bâtonneau, ça veut dire la pintade. N'importe qui peut porter cela. Mis à part cela, le choix de la couleur du chapeau et sa position sur la tête ne se font également pas au hasard pour qui veut se mettre en taco. Lorsque, par exemple, son bonnet tombe vers l'arrière, on dit donc, lui, là, il a déjà atteint le stade qu'il veut. Et il faut penser encore à ceux qui sont derrière. Donc, le bonnet est tourné vers l'arrière. Lorsque le bonnet tombe vers l'avant, ça veut dire qu'il est prêt à affronter n'importe qui, qu'il avance encore et qu'il est prêt à affronter n'importe qui. Pour le bâtonneau, tout est calculé et lorsqu'on voit quelqu'un dans un milieu, en voyant déjà son habillement, vous pouvez déjà le classer. Et comme on n'a même pas de fer à repasser, le bâtonneau avait son fer à repasser. Et le fer à repasser, c'est quoi? C'est un tronc d'arbre bien coupé. Et avec aussi du bois bien fait. Et il plie, lorsqu'il a fini de laver son taco, il a cette manière donc de taper correctement. Et le plie et tout. Voilà comment il repasse son taco. Ça sort déjà même une musique, ceux qui le savent. Bon, avec le monde moderne, on a tout abandonné. Le peuple bâtonneau, malgré la tendance actuelle, a su préserver la valeur et l'élégance de son taco. C'est sa tenue des grands jours, mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans les administrations certaines personnes s'habiller en taco. En tout cas, le taco dans les administrations, ce serait bien hein, que ça se passe comme ça. On revient en studio avec Thierry Oussou. Il est promoteur culturel, acteur de mode béninoise et aussi trésorier général de l'Association des agences et promotions de mode du Bénin. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, Asiom. La pleine forme ce soir. Alors, on se retrouve pour parler bien sûr de la mode traditionnelle béninoise. On se demande, c'est pour quel marché en réalité. Et vous avez suivi ce reportage sur le taco déjà. Vos impressions, peut-on déjà dire que c'est typiquement béninois? Alors, merci. Déjà, avec ce reportage, on doit être fier d'être béninois, franchement. Parce que oui, le taco qu'on nous a montré tout à l'heure est fait à base de quoi? À base de pain tissé. Et c'est un label qui est typiquement béninois, ce pain tissé que vous voyez. Okay. C'est le canvas qui a été utilisé. C'est un label béninois. Donc, le canvas, c'est vraiment béninois? Ah oui, c'est typiquement béninois. Ce label est pour nous, c'est les Béninois qui ont réfléchi et qui ont sorti ça. Alors, quand on parle de mode traditionnelle béninoise, bon, est-ce qu'elle existe déjà? Ah oui. La mode béninoise existe. Et quels sont les traits de reconnaissance de cette mode-là? Par exemple, le boba que nous portons,
notre boba traditionnel. Vous pouvez peut-être le retrouver à Lomé ou à Abidjan, mais sachez que c'est typiquement béninois. Ils sont venus le copier ici et puis ils le modernisent à leur façon. Mais c'est ici qu'ils l'ont pris. C'est typiquement béninois. Le gobi. Entre-temps, qu'on pensait être la chasse gardée des Porto-Noviens, non. Non. Le gobi, c'est béninois. Aujourd'hui, toutes les régions l'utilisent, le portent. Ok. Le Bénin a sa culture, c'est vrai, qu'il y a une bonne majorité qui ne se retrouvent pas parce qu'ils se disent, bon, ils ont le visage extraverti, mais franchement, nous avons une mode béninoise. Une mode béninoise. Oui. On va y revenir tout à l'heure, puisqu'elle est déjà en place. Nadège Sani, on fait signe de l'autre côté de la rédaction de BB24. On va retrouver Nadège Sani pour le journal, puisqu'il est 19h45. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24, la chaîne du développement. Plusieurs conteneurs à plomb non conformes aux documents ont atterri au port de Cotonou. Même si les raisons évoquées sont justifiées, les douaniers n'entendent plus tolérer ces failles. Ils ont échangé avec les acteurs portuaires. La société civile se prononce sur les 2 ans de gestion du président Patrice Talon. Dans cette édition, vous suivrez une interview du président de Sociologue. Les mélodies dans le train sont devenues un culte au Japon. Chaque jour, ces musiques égayent le trajet de milliers de voyageurs. Séance d'explication entre la douane béninoise et certains acteurs portuaires au sujet de la recrudescence ces derniers jours au port de Cotonou de conteneurs à plomb non conformes avec les documents. Même si les raisons évoquées peuvent être excusées, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent des indices de fraude que la douane béninoise ne voudrait plus tolérer. Compte rendu, Brice Thibozo, Roch Akweino. L'exception semble devenir la règle depuis quelques mois. Des conteneurs à plomb non conformes à leur manifeste, le port autonome de Cotonou en reçoit de plus en plus. En 3 mois, une société bat le record avec 137 demandes d'autorisation de sortie de conteneurs pour non-conformité de plomb. Pour la douane béninoise, il ne s'agit pas d'un fait banal. À tout moment, on peut même interpeller le Bénin pour savoir ce conteneur que vous avez reçu, pourquoi vous n'avez pas pu partager l'information alors que le plan a changé. Donc, il y a des questions sécuritaires, il y a aussi des questions fiscales. Sur instruction de la direction générale, la brigade douane Cotonou-Port échange avec les manutentionnaires, les consignataires et les armateurs pour en comprendre les raisons et situer les responsabilités. Il y a des cas où le chargeur met plusieurs plans sur ce conteneur, un plan armateur, un plan personnel, un plan douane aussi. Et lors des manipulations, un plomb se casse. Donc au débarquement, on trouvera un plomb qui n'est pas manifesté, alors que ce plomb a bien été placé par le chargeur. Il y a d'autres cas où, lors de l'empoutage, celui qui a fini de faire l'empoutage met un plomb du conteneur A à la place du plomb du conteneur B. Et lorsqu'on arrive ici, on se retrouve avec un plomb non conforme. On s'alarme, ça se comprend, mais on ne devrait pas. Ce n'est pas forcément de la fraude. Le conteneur étant un véritable vecteur de fraude selon les douaniers, la non-conformité de plomb est une infraction douanière punie par les tests. Nous ne pouvons pas tolérer ce fait. Mais quand on vous déclare des marchandises, et la seule chose qui nous certifie que la marchandise qui est déclarée, c'est ça qui est dans le conteneur, c'est la conformité de l'élément de scellement qui est le plomb. Mais si, à l'arrivée, on constate que le plomb n'est pas conforme, on peut supposer que la marchandise a été remplacée. On peut supposer que les gens manipulaient pour mettre autre chose. On peut supposer que c'est une marchandise prohibée, peut-être que le monsieur transportait et pour semer la zizanie a manifesté un autre plomb.
De cette discussion entre acteurs portuaires et douanes, des propositions ont été faites pour la traçabilité des conteneurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la dématérialisation, nous sommes à l'ère de l'informatique et nous avons déjà les outils qui nous permettent de tracer le circuit du conteneur pour savoir avec quel plan il a été débarqué, avec quel plan il a été livré, avec quel plan il a été embarqué. Et ces outils, tous les acteurs de la plateforme portuaire du Bénin les ont déjà. Le guichet unique en est un exemple. Ils nous ont fait des propositions que nous allons rendre compte à la hiérarchie. Très bientôt, de nouvelles dispositions seront prises par la douane béninoise pour garantir davantage la sécurité des marchandises débarquées au port autonome de Cotonou. Le président de Social Watch Bénin s'est prononcé sur le bilan de l'an 2 du président Patrice Talon. Pour l'acteur de la société civile, les réformes du gouvernement sont salutaires, mais la méthode employée reste à pas faire. Suivons un extrait de ses propos au micro de Armel Dosukago. Le chef de l'État a annoncé la plupart des réformes économiques, les réformes socio-économiques, les réformes politiques qui doivent être la cheville ouvrière, à partir donc de laquelle il va opérer des changements et impacter le plus grand nombre de Béninois certainement. Et donc sur ce plan des annonces, de projets, de promesses et le début de ces promesses, nous avons aussi vu dans l'analyse qu'il y a des promesses tenues, il y a des promesses non tenues, il y a des promesses enclenchées et des promesses non enclenchées. Je peux simplement m'appuyer sur le déguerpissement. Lorsque vous prenez ça au niveau social, l'impact souhaité est loin d'être satisfaisante, dans la mesure où les populations ont été surprises de l'envergure de la plupart de ces déguerpissements. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de mesures qui puissent être des mesures d'accompagnement de ceux qui aujourd'hui sont dans des situations. L'État, certainement, c'est une prévision, mais l'État est une provision. A-t-on les moyens d'accompagnement nécessaires qu'il faut pour tous ceux qui sont dans des situations comme ça? Jusque-là, je pourrais dire on a encore du chemin à parcourir et on espère que dans les dispositifs à mettre en place, l'espoir est permis. Le Festival international de théâtre du Bénin édition 2018 s'ouvre le 16 novembre prochain. Pour un meilleur rayonnement des arts vivants, les gouvernements promettent rompre avec les carences du passé. Face aux défis actuels du FITEB, les acteurs culturels appellent quant à eux à la reconnaissance du théâtre béninois. Ils en parlent dans ce reportage signé Christian Devouchi et Patrick Adjagoufou. Le Festival international de théâtre du Bénin a 28 ans. Né en 1990, la première édition du FITEB s'est tenue en 1991. Devenu le seul grand rendez-vous de théâtre du Bénin culturel, le FITEB 2018 est mis en berne. Doit-il disparaître ou exister? Les avis sont unanimes. C'est un événement qui se passe dans plusieurs villes. Et c'est l'occasion pour les gens de ces villes-là de vivre la fête du théâtre. S'il est resté jusqu'en 2018, c'est qu'il n'est pas appelé à disparaître. C'est qu'il a pu subsister à toutes ces forces, à tous ces éléments qui pourraient l'anéantir. Et c'est pour ça que le FITEB ne doit jamais disparaître. Ce rendez-vous doit vivre, quelles que soient les turbulences qu'il traverse. Il doit vivre, il doit s'améliorer, il est appelé à évoluer avec le temps. Et donc, on doit le préserver. Et pourtant, plus d'un quart de siècle après, les maux dont souffre le FITEB sont encore nombreux. Le problème que nous avons dans le secteur théâtral béninois, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un vide, il y a eu une démission de l'État. Et à partir de ce moment, les acteurs sont partis chacun dans son sens. Chacun s'est envolé, il y en a plein qui sont partis, qui sont peu revenus, qui sont maintenant dans des grandes scènes en Europe et partout ailleurs d'ailleurs, et qui sont excellents. Et il y en a qui sont restés, qui travaillent. Mais ils travaillent, leur travail n'est pas mis en exergue. Le travail n'est pas mis en valeur, ils n'attendent que le FITEB qui est la seule scène où ils peuvent s'exprimer professionnellement. Et le FITEB, c'est 10 jours, c'est 8 jours, c'est une semaine à peine, et ça ne suffit pas. En plus de ces malaises qui affaiblissent les efforts du FITEB, pas de salle de spectacle. Il y a des comédiens qui sont là, il y a des ingénieurs culturels qui sont là, qui travaillent.
Mais ils vont travailler après. Si nous n'avons pas de salle de théâtre, ils vont présenter où? Le FITEB est également un instrument de création, de production théâtrale. Paradoxalement, il n'y a pas de salle de spectacle. Le Bénin ne dispose pas de salle de spectacle. Que faire pour insuffler une nouvelle dynamique au théâtre béninois afin que les arts vivants participent au développement du Bénin? Les acteurs culturels se veulent plus précis. Le FITEB, s'il doit montrer toute sa force, c'est dans sa grandeur. Et la grandeur dépendra de son budget. Nous sommes à 300 millions cette année. Mais on doit aller au-delà de ça. Le FITEB se veut un grand festival en Afrique. C'est le premier festival de théâtre en Afrique, de par sa taille. À partir de ce moment, le budget doit être conséquent. Un budget de 800 millions, d'1 milliard, ce n'est pas exagéré. Pour installer déjà des villages dans toutes les villes qu'on ambitionne occuper par le FITEB, 300 millions, ça ne suffirait pas. Parce que 300 millions, ça va faire la billetterie, les cachets, le transport et l'hébergement des troupes qui vont venir de l'extérieur et le financement des créations FITEB. Terminé. Ça ne peut pas apporter la fête FITEB dans les villes. Et donc la première réforme fondamentale de l'État au niveau du FITEB, c'est le budget. La 14e édition du FITEB a été reportée en novembre. L'édition 2018, celle de tous les espoirs. Une nouvelle brève à présent, le Soudan du Sud fait face à une grave crise économique. L'économie de ce pays, majoritairement tournée vers l'agriculture et dépendante de la manne pétrolière, semble être à terre. La monnaie locale a plongé face au dollar et les effets se font particulièrement ressentis sur les marchés. Face à la hausse vertigineuse des prix des produits pétroliers de première nécessité, les activités sont au ralenti. Aujourd'hui, les produits frais de Juba doivent être importés d'Ouganda et du Kenya. Cette crise économique est la deuxième du genre cette année. Ils ne le connaissent pas, pourtant, ils sont des milliers chaque jour à écouter ces mélodies. Au Japon, les mélodies dans les métros sont devenues un culte. Commentaire sur image, Anno Adadja, d'après les sources de l'AFP. Ces mélodies sont tellement communes dans l'archipel que ses habitants n'y prêtent plus attention. Mais les touristes sont souvent interpellés par les sons piquants à chaque départ de train. Grâce à ce jingle ferroviaire, le compositeur a pu combiner ces deux passions, la musique et les trains. Il en trouve un élément garant de la sécurité des voyageurs. Music for the train melody is good safety. La musique de train est une bonne mesure de sécurité. Quand les passagers l'entendent, ils savent que les portes ne sont pas fermées. C'est une forme de mesure de sécurité sonore finale. Ça sonne plus complet, n'est-ce pas? Donc, on dirait que ça continue dans la vie des passagers. C'est en cours pendant qu'ils vont à la maison, à l'école, visiter des endroits ou bien d'autres choses. Japanese taste is necessary, L'intérêt de Minoru Mukaya pour les locomotives s'est éveillé à l'âge de 8 ans, une semaine avant les Jeux Olympiques de 1964. 23 ans plus tard, il va développer un des premiers jeux vidéo de simulateurs de train, attirant l'attention de grands noms de l'industrie comme Sony et de nombreuses sociétés ferroviaires. Les compagnies cherchaient alors des moyens de se démarquer. Nous avons mis en place les musiques de train pour que les passagers ressentent de l'attachement et de l'amitié pour notre entreprise. Oui, nous voudrons que nos passagers ne se précipitent pas et soient en sécurité quand ils montent dans nos trains. Malgré le délai très court, chaque chanson de Minoru Mukaya qui se fond dans l'ambiance du lieu dit une histoire. À Kyoto, ancienne capitale impériale, les mélodies se veulent ainsi plus respectueuse de la culture japonaise. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À demain. À demain donc, Nadège Sani, pour d'autres actualités, d'autres informations à 19h45 donc. Ce soir, le grand rendez-vous continue avec le plateau Horizon Culture. Thierry Oussou, toujours avec nous et qui vous nous présentiez d'ailleurs même les traits de reconnaissance de la mode traditionnelle
béninoise. Oui. Comme on peut déjà le voir, c'est les styles dans lesquels nous nous retrouvons très à l'aise. Par exemple, quand vous voyez un Béninois s'habiller en boba, il est très à l'aise dedans. Comme vous, d'ailleurs. D'ailleurs, comme vous me voyez. Oui. Le yagbada, avec notre gobi traditionnel, comme ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'élément témoin. Vous voyez comment il était très à l'aise, il s'exprimait très bien. En fait, c'est des traits par lesquels on peut nous reconnaître facilement. Aujourd'hui, les parures que nous avons, les parures que nous portons, c'est vrai que je ne l'ai pas sur moi ici, vous avez des perles qui sont faites à base d'argile de chez nous. Quand vous les voyez, c'est tellement façonné, c'est joli à voir que vous-même vous demandez, bon, est-ce que c'est au Bénin ici que ça a été fait? Que ça a été fait. C'est des traits caractéristiques. C'est des trucs qui prouvent réellement notre identité. Ce qui reste juste à faire, c'est la promotion. C'est la promotion, c'est des décisions politiques. Alors, parlant même de promotion, moi je me suis posé la question, ça va, mais c'est pour quel marché cette mode traditionnelle béninoise? C'est à vous vendre sur quel marché? Est-ce que c'est vendable? Justement, c'est ce qui va vous étonner. Ce qui est produit au Bénin, parlant de style vestimentaire, oui, de produits vestimentaires, n'est pas consommé par les Béninois. Ah oui, c'est plus consommé par les étrangers. Et ça se vend sur quel genre de marché déjà? Je vous donne simplement l'exemple du label Canvo. Le Canvo que les gens produisent au Bénin n'est pas porté par les Béninois. C'est surtout exporté. Vers quel pays déjà? Le Nigeria, par exemple. Le Nigeria. Ah oui. Le Nigeria, donc, est grand consommateur. Un grand consommateur du Canvo. Il faut dire aussi que nous partageons une partie de notre culture avec le Nigeria. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison, en fait. La raison, c'est que les autres voient en ce que nous avons l'importance, ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas jusqu'à présent à comprendre. Si le label Canvo est en train de prendre aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu la chance qu'un ministre étant à un colloque au Nigeria a été approché par quelqu'un. Mais ce truc-là, ça vient de chez vous. Mais vous-même là, voyez comment vous êtes. Ah bon? Ça lui a fait un hic à son arrivée. Et donc, de retour... De retour, il a pris les taureaux par les cornes. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministre Lazare Sekweto, qui quand même a donné le meilleur de lui-même. Qui était ministre de l'artisanat. Ah oui. Puis c'est de l'artisanat. Ah oui, il était le ministre, bien sûr, le Canvo. Oui, il était le ministre de l'artisanat, qui a su donner le meilleur de lui-même pour qu'on ait aujourd'hui un peu de visibilité par rapport à ce label-là. Et je pense que le ministre actuel aussi est en train de s'activer pour que réellement ça prenne. Pour que ça prenne. Sinon, ce qui nous reste, c'est des décisions politiques. Il y a des marchés qui attendent même, de consommer le label béninois. Ah oui. Seulement, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de produire comme il le faut pour inonder le marché? Le marché. Donc c'est ça le problème. C'est là le vrai problème. C'est ce que vous pensez qu'il faut donc changer pour une bonne promotion de cette mode? Justement, il faut l'accompagnement politique. Il faut des décisions politiques. Il faut mettre les moyens à disposition pour que les industries vestimentaires puissent quand même offrir le meilleur d'eux. Des gens ont la volonté, des gens ils ont l'imagination, ils créent, mais ils n'ont pas les moyens de multiplier comme il le faut pour quand même assouvir la soif des consommateurs. Mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas voir intéresser, expliquer ou sensibiliser certains qui ont quand même les moyens d'installer ces genres d'usines ici au Bénin? Parce que peut-être s'ils se disent que travailler avec les artisans qui font de la mode traditionnelle, peut-être que le marché n'existe pas, un, et deux, peut-être que aussi, ce n'est pas des gens avec qui il faut peut-être collaborer et autres.
il y a à établir quand même cette relation de confiance entre les investisseurs et puis les artisans au Bénin. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais je peux quand même vous dire que déjà, le ministre actuel voit l'importance de la chose et la fois dernière, vu tout ce qu'il a prévu pour ce domaine, nous avons compris. Parce qu'à un moment donné, il a parlé de ce domaine de la mode, surtout de l'industrie de la mode. Comment faire quand même pour donner un souffle à ce domaine? Ça veut dire que le problème de confiance, genre, est-ce qu'il faut investir, qui va consommer, n'existe plus. Ce problème-là est déjà réglé. Si ce problème n'était pas réglé, la décision politique n'irait pas dans ce sens. Dans ce sens-là. Dès lors que la décision politique va dans ce sens, c'est que le problème de confiance n'existe plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il l'organiser? C'est juste ça, il reste. Et je pense qu'actuellement, le ministre est en train de se pencher là-dessus. Oui. Et dans les jours à venir, on aura quand même le vrai visage de la mode béninoise. Parce qu'il y a une vraie concurrence qui se mène sur ce marché, le marché de la mode. On constate que nos créations sont copiées et qui vont en Chine tout simplement. Et puis, on multiplie, puisqu'il y a ces industries-là qui peuvent produire donc, ces habits-là, ces modèles-là de façon industrielle, ce qui fait que rapidement, ça revient sur le marché et ça inonde le marché et ça empêche les autres qui sont ici de vendre en réalité. Justement, c'est comme je l'avais dit, tant qu'il n'y avait pas d'accompagnement politique, tant qu'il n'y avait pas de décision politique qui pouvait quand même motiver les gens. Il y a la société même qui est là, qui pense que tout ce qui vient d'ailleurs est beau. Parce que la décision politique même ne va pas dans ce sens. Je donne un exemple très simple. Si par exemple, le gouvernement prenait la décision de dire à nos fonctionnaires d'État, à partir du mercredi, vous vous mettez dans le local, je pense que ce serait déjà un début de déclic. Même le simple citoyen qui est dans le privé comprendra qu'il ne faut pas être en veste tout le temps ou en chemise. Il faut mettre aussi les moyens. Hein? Il faut mettre les moyens. Si vous prenez les décisions... Vous comprenez avec moi que tout ce que nous prenons dans les prêt-à-porter aussi, les chemises et autres qui viennent d'ailleurs, les t-shirts, c'est avec les moyens, on les paye. Donc, le problème de moyens ne va pas si tant se poser, si réellement la volonté y est. Donc, il ne reste que l'appui politique. Et là, je continue de le dire, comme je l'avais dit, actuellement, le ministre actuel, quand on regarde la façon dont il prend déjà les choses, quelque chose sera fait. Il y a de l'espoir pour la mode traditionnelle béninoise et donc, on retient donc qu'il y a le marché interne et il y a le marché international également, le marché étranger aussi, qui sont donc réservés pour consommer donc, de la mode traditionnelle béninoise. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir produire à hauteur, dans une proportion industrielle. C'est ça le problème qu'il faut corriger. Ah oui, c'est le problème qu'il faut corriger et puis... je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut aller. Allez. D'ici là. En tout cas, nous, on y croit. Oui. Reste au gouvernement de nous prouver qu'on n'a pas tort de croire en vous aussi. Merci beaucoup à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est bien sûr dans le domaine de la santé que nous allons nous retrouver. C'est Nature et Bien-être. Certainement que vous avez eu la visite des agents vaccinateurs chez vous ces derniers temps-ci. Le grand rendez-vous fait tout simplement le bilan de la première phase de la vaccination à domicile. C'est une action démarrée, d'ailleurs même à l'occasion des Journées nationales de la vaccination. Heureuse d'Anodé y était. Suivez le reportage. L'évolution des cas de poliose des 3 dernières années dans les pays endémiques donne l'espoir d'atteindre la fin de l'épidémie dans les prochains mois. Chaque jour qui passe, on se rapproche davantage donc de l'étape finale de l'éradication de la polio dans le monde. En effet, 2014 à 2017, les cas sont passés de 359 cas l'an à 22 cas.
Au cours du premier trimestre 2018, un total de 6 cas seulement a été enregistré dans un seul pays, en Afghanistan. Dans la région africaine de l'OMS, le dernier cas de poliovirus sauvage remonte en août 2016 et le dernier cas au Bénin remonte en avril 2009. Ce bilan positif a coûté plus de 2200 milliards de francs CFA mobilisés depuis 1988 pour vacciner près de 4 milliards d'enfants dans le monde et pour interrompre la circulation du poliovirus dans la plupart des pays comme le Bénin. D'une manière générale, les vaccins sont des produits sûrs et plus spécifiquement, pour ce qui concerne la polio, que c'est un vaccin qu'il faut accepter, faire en sorte que les enfants soient vaccinés pour que plus jamais dans notre pays nous enregistrions des cas de polio. Des instructions sont données pour que les infirmiers, les sages-femmes, les médecins qui sont dans ces centres de santé puissent prendre en charge gratuitement tout ce qui pourrait être supposé, donc lié à l'administration du vaccin contre la polio. Mais je dis, c'est un vaccin sûr. La lutte contre la polio reste donc d'actualité au Bénin. Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, malgré la veille permanente, le relèvement de la couverture vaccinale reste le principal défi auquel le Bénin devra faire face. Plusieurs communes ont encore des taux de couverture de la 3e dose de vaccin contre la polio à moins de 70%, constituant aussi des poches d'enfants à risque pour la maladie. Voilà, merci beaucoup à vous. Heureuse d'annoncer qu'on va d'ailleurs même retrouver sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Franck Hilaire-Bété. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale pour la vaccination. Merci d'être là ce soir. Heureuse d'annoncer, bonsoir. Bonsoir, Assioum Gaba. Il est question aujourd'hui de faire le bilan du premier passage, parlant bien sûr de la vaccination contre la poliomyélite. Eh oui, c'est vrai. À voir la physionomie des enfants, leur visage après la prise de ces quelques gouttes, on se demande bien si ça fait mal ou pas. Alors on est donc... Même vacciner quelques gouttes dans la bouche, on pleure d'abord. On pleure d'abord. Il faut les comprendre. Ils ne savent pas de quoi constituer ce vaccin, ce liquide qui leur est mis dans la bouche. Est-ce que c'est amer, M. Bété? Non, le vaccin contre la polio n'est pas amer. N'est pas amer. Mais est-ce que c'est quand même un vaccin sûr? Les gouttes de vitamine A non plus d'ailleurs. Non plus. Mais est-ce que c'est un vaccin sûr? Oui. Parce qu'on vous a eu à travers le reportage, vous l'avez notifié très rapidement que c'est un vaccin sûr, mais on a eu quand même à travers les réseaux sociaux que c'est un vaccin qui est peut-être encore à la base d'autres maladies. Merci beaucoup. Avant donc, de répondre à votre préoccupation, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation, pour l'opportunité qui m'est offerte de communiquer avec vos téléspectateurs et de porter donc, à l'endroit de tous les compatriotes, notamment les mères d'enfants, des informations justes par rapport donc, au vaccin antipoliomyélitique et toutes les questions donc, qui entourent la mise en œuvre des journées nationales de vaccination contre la polio. Alors, par rapport à votre préoccupation, je ne vais pas commencer par vous dire oui ou non, mais je vais vous donner certains indices qui, quand même, pourront vous édifier. Si vous avez suivi l'intervention du représentant de l'OMS à l'ouverture, au lancement de la campagne, il a dit, en faisant un peu la genèse, que nous sommes passés de 359 cas en 2014 à 20 l'année dernière et puis 6 cas au premier trimestre de cette année 2018. Mais en remontant beaucoup plus loin dans le temps, au démarrage donc, de l'initiative mondiale d'éradication contre la polio, il y avait à travers le monde près de 350 000 cas. Donc de 350 000 à 350, nous avons une réduction qui est de l'ordre de 99%. Ça montre l'efficacité donc, de ce vaccin-là qui est administré. Alors, nous nous disons, et c'est basé sur des faits, ce n'est pas
juste parce qu'il faut le dire, pour faire plaisir à qui que ce soit. Non, le vaccin est sûr. Le vaccin est sûr étant donné que suite à l'administration de ce vaccin, on ne note pas ce que nous appelons des manifestations adverses post-immunisation, des réactions suite à des effets secondaires. Oui. Mais dans notre jargon, on appelle ça des MAPI, des manifestations adverses post-immunisation. Mais ce qu'on note souvent, c'est des situations de coïncidence. C'est par exemple, vous voyez, c'est des tout petits enfants auxquels on administre ce vaccin. Et généralement, ça arrive que l'enfant faisait déjà peut-être son paludisme, ou c'est un enfant qui est polyparasité ou qui avait déjà ses problèmes de santé. Bon, malheureusement, on donne les gouttes de vaccin anti-polio et ça coïncide avec la crise de palu. Et le raccourci est très vite fait par les parents, ce n'est pas leur faute, de dire l'enfant a fait la fièvre parce qu'il a reçu le vaccin contre la polio. Mais quand on investigue généralement, on se rend compte que ce n'est pas le cas et on prend quand même les dispositions pour que des cas comme ça soient pris en charge gratuitement. Ce n'est pas la même chose que des vaccins injectables qui, localement, peuvent produire une inflammation, la fièvre et autres. Le vaccin antipoliomyélitique n'est pas comme ça. C'est pour ça que nous disons qu'il est sûr. Il est sûr. Ok, alors parlons bien sûr de la première phase de vaccination. Est-ce que vous avez déjà les chiffres, vous avez déjà le retour, les résultats? Est-ce que les enfants en totalité, soit en majeure partie, ont été vaccinés au Bénin? Oui, les chiffres que nous avons sont des chiffres partiels. C'est provisoire parce que les opérations continuent encore sur le terrain et généralement ce qu'on fait, c'est que à partir du deuxième jour, on fait ce qu'on appelle une évaluation rapide. Ça permet de repasser donc, dans les zones déjà supposées être couvertes pour voir si le travail a été bien fait. Et à la fin, juste donc le quatrième jour, par rapport au début des opérations, on fait encore une enquête à la fin pour voir un peu, pour mesurer la qualité de ce qui est fait. Et quand on découvre qu'il y a des localités qui sont mal couvertes, on invite donc les équipes de vaccinateurs à retourner pour parfaire le travail. Et donc c'est à l'issue de ce processus-là que nous aurons des chiffres définitifs. Donc, alors, si je m'en tiens donc au chiffre au point qu'on a fait hier, donc vers 17h, nous sommes à une couverture qui est déjà de 100%. Wow. Mais en disant 100%, ça suppose quand même qu'à l'intérieur, il y en a qui ont fait un peu plus, il y en a qui n'ont pas fait du tout les 95% souhaités, et donc il y a lieu donc de revoir à l'intérieur pour effectivement couvrir tous les enfants cibles. Mais est-ce que toutes les localités du Bénin ont été couvertes? Toutes les localités n'ont pas été bien couvertes. Mais quand même, il y a eu des agents vaccinateurs dans toutes les localités. Partout. Oui, nous avons déployé, pour votre information, 18 026 agents vaccinateurs. Donc, c'est des équipes de 2 personnes. 18 026 vaccinateurs. Et ceci pour vacciner environ 3 600 000 enfants. Mais quelle est la qualité, les compétences de ces agents vaccinateurs? Est-ce que ce sont des agents de santé? Comment sont-ils recrutés? Le vaccin étant administré par voie orale, il n'est pas nécessaire d'être agent de santé pour pouvoir l'administrer. Mais les méthodes de conservation de ces vaccins-là, tout est garanti? Oui, je vais y venir. Alors, je vous explique. Donc, ce que nous faisons, c'est que les équipes de vaccinateurs sont constituées d'un agent de santé et d'un volontaire. Le volontaire étant quelqu'un qui est de la localité, qui connaît bien la localité. D'accord. Donc, c'est un binôme. Ils sont formés pour, et ils savent exactement comment le vaccin doit être conservé depuis le centre de santé et sur le terrain pour que les enfants puissent recevoir des doses valides. D'accord.
ce que nous faisons également, c'est que derrière chaque groupe de 6 à 8 équipes de vaccinateurs, il y a ce que nous appelons des superviseurs de proximité, qui ont donc à charge de suivre les équipes dans leur évolution et d'évaluer ce qui est fait et au fur et à mesure donc d'apporter les corrections qu'il faut. Mais trop de gouttes reçues, ce n'est pas un problème, ou moins de gouttes également reçues, parce qu'il faut dire qu'on a eu avec les images les enfants qui résistent. Parfois, il y a plus de gouttes qu'ils reçoivent, malheureusement. Ou bien la dose est faible. Non, ce qui est retenu, ce qui est recommandé, c'est 2 gouttes. Voilà. C'est 2 gouttes. Bon, vous savez, il faut presser donc, le flacon pour exprimer les gouttes. Ça peut arriver que parce qu'on a peut-être un peu trop pressé, qu'on donne un peu plus de gouttes, mais ce qui est administré est suffisant, j'allais dire, pour permettre donc d'induire chez l'enfant ce que nous attendons comme réaction immunitaire. Sans compter que ces campagnes que nous faisons, c'est des campagnes dites supplémentaires qui viennent compléter ce qui est fait dans le cadre de la vaccination systématique. Voilà. Donc, ça vient périodiquement pour booster. Parce qu'il y a des parents qui disent que oui, mes enfants suivent, ils sont vaccinés régulièrement. À l'hôpital et tout, donc ils n'ont pas besoin de leur donner donc, ces gouttes-là contre la poliomyélite. Qu'est-ce que vous en dites? Ces parents, il faut les comprendre. C'est nous-mêmes qui disons aux parents, voilà, si vous respectez le calendrier vaccinal et que les enfants sont vaccinés comme il faut, quand il faut, ils sont protégés contre les maladies. Mais c'est sans compter avec le fait que nous sommes dans un environnement, d'accord, dans lequel, même dans le cadre de la routine, tous les parents ne font pas vacciner leurs enfants. Et si tous les enfants ne sont pas vaccinés, ça veut dire qu'il y a un lot important d'enfants susceptibles qui peuvent être un réservoir, d'accord, pour la maladie. Alors, c'est pour ça que périodiquement, donc, on organise ces campagnes pour rattraper tout ça. Et puis, vous avez dit, quand on administre les gouttes, ça peut arriver que l'enfant, parce qu'il pleure, va peut-être vomir, etc., qu'il rejette. Donc, quand bien même l'enfant est supposé avoir été vacciné, on n'est pas toujours sûr qu'il est effectivement protégé. C'est pour ça que ces campagnes nous servent de dispositif pour périodiquement refaire un passage pour vacciner tous les enfants. Plus d'assurance donc. Voilà. Plus d'assurance. Mais pour terminer déjà, nous savons que le Bénin est déclaré pays libre de la polio depuis 2015. C'est toujours le cas, je crois bien. Oui, le Bénin est déclaré libre de la polio depuis juin 2015, effectivement. Mais il faut dire que le dernier cas de poliovirus a été enregistré au Bénin en avril 2009. Ça remonte à très longtemps. Alors, nous sommes dans un processus d'éradication de la polio. Le Bénin, avec tous les pays qui nous entourent et au plan global. Vous l'avez dit, c'est une lutte globale. Donc, dans ce cadre-là, puisque le virus continue de circuler dans le monde, on n'est pas à l'abri. C'est pour ça qu'on doit continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de virus qui circulent à travers le monde. Et ceci, si on arrive à cette étape-là, au bout d'un certain temps, on va déclarer que la poliomyélite a été éradiquée. Définitivement, du monde, et non d'un pays, mais du monde. D'accord, merci beaucoup. Merci, docteur Franck Hilaire Bété. Merci beaucoup, docteur. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez. Peut-être que vous aurez voulu savoir, c'est quand le prochain passage, le mois venu, avec l'OMS, l'information vous sera portée et nous aurons le plaisir de revenir
pour nous entretenir encore avec vous. Nature et bien-être est donc terminé. La suite, c'est bien sûr l'actualité sur la toile. Et ce sera avec Christelle Tongolo, ActuWeb. Amis du web, salut. Radio Hémicycle, la radio parlementaire du Bénin, va désormais émettre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à travers le monde. Elle est désormais la première radio d'Assemblée nationale en Afrique francophone à disposer d'une banque de plénière en ligne, symbole de la vitalité de la démocratie béninoise. La station radio de l'Assemblée nationale peut être écoutée partout au Bénin et dans le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est la bonne nouvelle que le député Janvier Yawedéou a annoncé aux parlementaires il y a 2 jours. Sur Twitter, on pourra retrouver cette information sur la page du site d'information 24 heures au Bénin. Hors de nos frontières à présent, deuil national en Algérie après le crash d'un avion, la pire catastrophe aérienne qui a touché le pays et la 4e la plus meurtrière au monde. Le crash de l'avion militaire mercredi matin à 7h50 après son décollage de la base militaire de Boufarik près de Blida. Blida, qu'il vous souvienne, c'est la ville algérienne où était décédé Béhanzin, roi du Dahomey, il y a 112 ans. Un photographe de l'AFP présent sur place vers 13h annonçait que les flammes qui ont ravagé l'épave de l'avion ont été vite maîtrisées. Selon des vidéos d'amateurs diffusées dans les minutes qui ont suivi, une fumée noire épaisse se dégageait de l'appareil en feu. La vidéo suivante a été filmée par des utilisateurs de l'autoroute reliant Alger à Blida, près de laquelle l'avion s'est écrasé. L'information a été immédiatement relayée sur la page Twitter du service secret algérien, suivi de quelques commentaires des internautes, comme le ministre des Affaires étrangères du pays, Abdelkader Messael, qui a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes. Et l'Afrique subsaharienne se distingue dans la lutte mondiale contre la peine de mort. Quand Amnesty International a lancé sa campagne mondiale contre la peine capitale en 1977, le recours à ce châtiment, le plus cruel, inhumain, était monnaie courante en Afrique subsaharienne. Aucun pays de la région n'avait aboli la peine de mort pour tous les crimes. 40 années plus tard, l'Afrique subsaharienne a accompli des progrès remarquables sur ce terrain. Et commençant par le Cap-Vert en 1981, 20 pays de la région comme le Bénin ont déjà aboli la peine capitale pour tous les crimes. Information à retrouver sur la page de Jeune Afrique. Finissons avec les enjeux de la cybersécurité. Mozilla fait sur le blog du modérateur état des milliers d'objets qui ont été développés et commercialisés dans la nature, sans que le moindre aspect de cybersécurité ne soit étudié. Des milliers de caméras de surveillance, de babyphones, de webcams ou encore des appareils fitness sont ainsi accessibles sans le moindre mot de passe ou bien dotés d'un mot de passe très faible. Toutes ces inattentions rendent ainsi Internet dangereux. De fil en aiguille, un hacker peut récolter les données d'un utilisateur imprudent et atteindre celles d'un autre utilisateur, etc. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à tous. Merci à Christelle pour ActuWeb. On se retrouve donc demain pour d'autres informations sur la toile. On va finir le grand rendez-vous, mais avant, un deuxième coup d'œil, bien sûr, pour le compte de cette édition sur la météo. Voici donc la météo de demain matin.
Merci donc de votre attention, chers téléspectateurs. C'était le grand rendez-vous. On se donne un autre grand rendez-vous demain, 19h, toujours sur BB24. Bonne soirée.